Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le dernier débrief de cette semaine du Tour du Pays Basque. On va revenir sur cette dernière étape du côté d'Araté avec une journée pleine de rebondissements. On parlera du bilan des Bleus, top flop. Pas de débrief du Tour de la Sarthe, mais vous pouvez retrouver un débrief complet de la course qui doit être sur la chaîne depuis aux alentours de 18h30 pour ce débrief du Grand Prix, du Tour de la Sarthe. Et il y a également le débrief, la présentation plutôt de l'Amstel Gold Race. Et demain, il y aura le débrief de la course à peu près à la même heure. On va essayer pour le débrief de l'Amstel Gold Race. Tour du Pays Basque, 6e étape. Il y avait encore un magnifique duel du côté du classement général. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Également, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette journée, ce que vous avez pensé de la performance des quelques Français qui ont été un petit peu en difficulté, mais également de Johnny Zaguirre. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas, c'est déjà très bien, mais vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, puisque ça ne sort pas toujours de manière régulière. Et puis vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Donc comme je disais, avant cette étape 6, on avait une étape 5 qui nous avait donné un classement général encore très resserré. On avait 7-8 coureurs qui se tenaient en une vingtaine, trentaine de secondes, dont notamment Vlasov, Johnny Zaguirre, et puis on avait un duel entre d'un côté Martinez, de l'autre côté Evenepoel. Donc rien n'était fait pour le classement général encore, ce qui nous promettait une étape 6 avec pas mal de bagarres, surtout avec un parcours très difficile autour de Araté et de la pente. C'est ce qui s'est passé avec une dernière heure de course vraiment super, avec beaucoup de rebondissements. Parfois des rebondissements malheureux, notamment la chute d'Henrik Mas. La chute de Johnny Zaguirre a quand même également été un rebondissement. La descente complètement folle de Pello Bilbao qui nous a fait une descente absolument dingue parce qu'il était lâché à 3 montées de l'arrivée. Enfin, dans l'antépénultième, voilà. Dans l'antépénultième montée, il était lâché. Et dans la descente, il est bien revenu. De manière assez exceptionnelle, même s'il relâche du temps ensuite sur la fin de course. Et il a poussé à la faute Henrik Mas. C'est lui qui pousse à la faute Henrik Mas. Mais aujourd'hui, on a un beau vainqueur parce que on a un beau vainqueur d'étape, un beau vainqueur quand même pour le classement général. Et on a eu une belle journée de cyclisme. Une très belle journée de cyclisme. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette dernière étape du Tour du Pays Basque. Et j'ai envie de dire, comme un peu toujours sur le Tour du Pays Basque, c'est une course qui est toujours assez agréable à regarder et qui est souvent pleine de suspense. Même si cette année, on avait une chouille moins spectaculaire que l'année dernière, mais c'était quand même déjà très bien cette année. On va passer à Milan Vader. Milan Vader, le coureur de la Jumbo, qui est tombé hier. Alors, on n'en avait pas parlé parce qu'à au moment où j'ai enregistré la vidéo, c'est-à-dire à 18h, il n'y avait pas d'information comme quoi sa vie était peut-être en danger. Au moment où j'enregistre, très clairement, il n'y avait aucune information sur Milan Vader. Pour tout vous dire, il est tombé, je crois, avant le direct d'Eurosport. Moi, je l'ai vu sur Pro Cycling Stats qu'il était tombé. Hier, Milan Vader, je regarde toujours, avant d'aller sur Eurosport, je regarde toujours un petit peu ce qui s'est passé en début de journée sur Pro Cycling Stats avec le live de l'étape. Hein. Et là, je vois chute de Milan Vader qui abandonne. On marque, voilà, c'est son deuxième abandon en 60 jours. C'était ça la brève. Hein. Il n'y avait pas plus d'informations que ça. Et puis dans la soirée, on apprend que Milan Vader serait dans une situation très critique. Donc c'était seulement un journal néerlandais qui en parlait, donc Poffe néerlandais LV2. Donc je regardais un petit peu dans la soirée sur Twitter. Et puis ce matin, on a eu des informations. Alors normalement, il doit y avoir un nouveau point qui doit être fait aujourd'hui sur l'état de santé de Milan Vader, mais il est 18h16 pour l'instant. On n'a toujours pas de nouveau point sur la santé de Milan Vader sur Cyclisme Actu, là où je suis. Il n'y a toujours pas de nouvelles informations pour lui. Donc voilà, je fais avec les informations qu'on a eues hier soir. Donc ce qu'a dit Jumbo-Visma, c'est qu'il était dans un état stable, ce qui ne veut pas
ce qui est un peu rassurant, mais pas plus que ça. On va expliquer très clairement ce qu'est un état stable dans la médecine, c'est-à-dire c'est un état qui ne bouge pas. C'est-à-dire que si vous êtes en état critique, mais que vous restez dans un état critique, vous êtes stable. Ça ne veut pas dire que c'est forcément bien de rester dans un état critique. Au niveau des blessures, donc il semblerait qu'il y ait parce qu'on n'est pas encore totalement sûr, mais il a été placé en coma artificiel, ça c'est sûr. Il est dans l'hôpital universitaire de Bilbao, donc qui est dans la région du Pays Basque. Bilbao, qui est un peu dans les terres, pour expliquer, Bilbao. Il est dans un état donc critique, il a été touché au niveau de la carotide, donc qui est, pour ceux qui ne connaissent pas le corps humain, la carotide c'est une artère, et il faut mieux pas toucher la carotide, parce que normalement vous pouvez mourir très très vite, parce que c'est une artère majeure du corps humain. Pour ceux qui se souviennent, il y a un épisode de Grey's Anatomy avec un mec qui se fait recoudre avec... C'est un épisode qui m'a traumatisé quand j'étais, je dois avoir 14-15 ans. Mais il y a un mec qui se fait recoudre la carotide. Alors je ne sais plus qui est le personnage qui s'occupe de lui. Et à un moment, elle le fait rire. Et tu vois la carotide gonfler, exploser. Et ça, je fous du sang partout. Je crois que c'est Minnie Gray qui fait ça dans l'épisode de Grey's Anatomy. Vous pourrez retrouver ça sur les internets. Donc c'est comme ça que je sais à quoi sert la carotide. Et puis donc touché également donc, au niveau des vertèbres et au niveau d'une omoplate et à une clavicule. Donc autant vous dire qu'il est il est polytraumatisé, comme on dit dans le terme de santé. Pour le moment, pas de nouvelles informations, donc on va se tenir à ce communiqué et aux informations qu'avait ce journal néerlandais. On rappelle que Milan Vader, c'est un ancien champion de VTT. Il a fini notamment 10e lors des derniers Jeux Olympiques du côté de Tokyo, et il vient de repasser, on va dire, sur la route cette année avec la Jumbo-Visma dans un rôle d'équipier. Donc pour le moment, pas plus d'informations autour du coureur néerlandais. On va maintenant passer au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je rappelle le bilan des Bleus, soit les coureurs français, soit des coureurs étrangers dans des équipes françaises. Aujourd'hui, on va parler de 2 étrangers dans des équipes françaises. Bien entendu, le vainqueur du jour, Ion Izagirre, le frère de Gorka, le coureur Cofidis. Je vous l'avais dit, toujours bon dans les courses d'une semaine. Il ne déçoit toujours pas dans les courses d'une semaine. Et aujourd'hui pour Cofidis, 370 points au classement. Comme quoi, on parlait d'EF qui avait un petit peu de marche. EF, je crois qu'ils ont 1000 ou 1500 points d'avance sur une équipe comme Cofidis. 370 points pris d'un coup. Autant vous dire que ça fait une petite différence. Très bon résultat pour Ion Izagirre, qui tombe en plus... merci à notre ami Vingegaard. J'ai bien aimé la phrase de Guillaume Di Grazia qui à ce moment-là dit il va falloir qu'il apprenne à faire du vélo. Vingegaard, c'est vrai, parce que c'est quand même la 2e fois en une semaine qu'il fait tomber un coureur, et en 3-4 jours. Ça fait un peu beaucoup. Surtout dans des arrivées. Voilà. Je trouve, en fait, il a tendance à énormément se retourner, Vingegaard. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être lui installer des rétroviseurs à son vélo. Il se retourne très très souvent, même dans les groupes. Et le problème, c'est quand il se retourne, comme il se retourne un peu violemment, je pense qu'il tire un peu sur le guidon. Et c'est ce qui s'est passé avec notre ami Ion Izagirre. Donc Ion Izagirre, c'est à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Il revient sur le groupe de devant, qui certes se regardait pas mal. Et ensuite, il arrive à sortir. Il arrive à sortir. Il sort à un moment. Il est aussi sorti, alors ça je crois que c'était précédemment, si je me rappelle bien du schéma de la course, mais il s'est passé tellement de choses dans le final que c'est assez dur de tout remettre dans la place. Et ensuite, il arrive à faire ce sprint face à Vlasov, face à Soler, face à Martinez, la victoire pour Ion Izagirre, la 2e place au général également de cette course, qui montre une très bonne condition physique, une très bonne semaine, et surtout un bon choix de recrue pour Cofidis, parce que pour le Tour de France, alors certes, j'ai dit, Ion Izagirre n'est pas forcément le meilleur sur 3 semaines. Voilà, ils sont 2 maintenant, quand même. Si on a un Guillaume Martin qui est fatigué après le Giro, on a quand même Ion Izagirre qui peut peut-être faire top 15 sur le Tour de France. Oui, mais top 15, ça a des points. Donc pour Cofidis, c'est important. Très bonne nouvelle, on va dire que Ion Izagirre soit en forme.
Et puis là, aujourd'hui, il marchait très fort, hein. C'est vrai qu'à un moment, j'ai eu peur parce que quand on l'a vu tomber, je me suis dit, ah putain, c'est dommage. C'est dommage s'il était vraiment dans le coup, quoi, pour la gagne. Et je me disais, ah, putain, il est vraiment bien. Et puis, bah, il est revenu et il gagne l'étape. Donc, vraiment super pour Dionis Aguirre. Très belle victoire. Et je pense que celle-là, il s'en souviendra, le coureur espagnol, de cette première victoire avec la Cofidis. Je poursuis avec Félix Gall, le coureur d'AG2R, 10e aujourd'hui. Bah, belle étape pour Félix Gall, parce qu'une étape comme ça, où ça a quand même roulé à 35,8, et autant vous dire que dans la première heure de course, on n'a pas roulé extrêmement fort, donc ça c'est surtout animé en fin de journée, et donc faire 35,8 vu le dénivelé en fin de journée, c'est vraiment une belle performance. Et donc Félix Gall, bah, une 40 aujourd'hui, un 10e, donc vraiment bien, devant Roglic, devant Wood, devant Uran, devant Henrik Mas, bon, qui est certes tombé, mais devant Pernsteiner aussi, devant Guerrero, devant Brandbila ou Lissi, donc c'est bien ce qu'a fait Félix Gall. Le coureur autrichien, le coureur d'AG2R, coureur qui est un pur produit de DSM, hein. Il a été formé dans l'équipe développement et puis ensuite il a rejoint l'équipe 1 de DSM, mais il n'avait pas forcément performé chez DSM, pas plus que ça. Alors il y avait quelques places dans les classements jeunes, notamment sur le Dauphiné, il fait 4e du classement des jeunes, mais pas plus performant que ça. Félix Gall, et puis là chez AG2R, plutôt bien, hein, parce que j'ai vu, hop là, je regarde parce que j'avais ouvert, donc là, 10e aujourd'hui, 3e du classement des jeunes, également de ce Tour du Pays Basque, 5e également du Trofeo Pollencha et du Trofeo Serra des Tramontana en début de saison. Donc c'est bien ce qu'il nous fait, le petit Autrichien de 24 ans. Peut-être la relève un peu de ce cyclisme autrichien. Bon, bah, peut-être un peu moribond par rapport à une période. C'est vrai qu'il y a eu la période où il y avait la Gerolsteiner, où les Autrichiens étaient très forts. Il y a eu beaucoup d'affaires de dopage également sur les 10 dernières années et 15 dernières années du côté du cyclisme autrichien, notamment l'affaire Aderlass. Et c'est vrai que le cyclisme autrichien a perdu un petit peu de niveau par rapport à une époque. Mais voilà, un bon résultat pour le coureur autrichien qui avait participé au championnat d'Europe du contre-la-montre mixte où il avait fini 5e avec l'équipe d'Autriche également. On poursuit du côté des Français, du côté des Bleus, avec deux Français là qui ont été un petit peu décevants. David Gaudu aujourd'hui. Alors, je vais mettre à jour mon classement parce que pour le moment, je n'ai que les 26 premiers, donc je vais voir s'il est arrivé. David Gaudu, 31e, voilà, à 7 minutes 16. Compliqué, David Gaudu aujourd'hui. Je pense qu'il y avait plus trop d'énergie, un petit peu comme Roglic, il finit rincé sur cette course. Je pense aussi que on a tenté un petit peu à l'entraînement de rattraper le retard de son Paris-Nice et de sa blessure où il a dû s'arrêter un petit peu après Paris-Nice. Donc je pense que quand on a remis en route avec des grosses intensités de travail pour tenter de perdre le minimum de temps, et ce qui fait que en course, au bout d'un moment, tu es fatigué, avec un Tour du Pays Basque qui a été exigeant comme chaque année, qui est une course qui est difficile, où vous avez des coureurs qui craquent complètement, même quand ils ne sont pas blessés et qu'ils sont plutôt en bonne condition physique. Donc c'est vrai que pour David Gaudu, cette journée du samedi a été un peu trop difficile pour le Français, surtout qu'hier ça avait déjà pas été simple avec un Bruno Raviereil qui avait dû faire un gros travail parce qu'il s'était retrouvé dans le deuxième groupe, donc il était un peu seul également dans le final, David Gaudu, et puis je pense que voilà, un petit peu de fatigue pour le coureur français. Il y avait que Reichenbach qui était présent, et puis je pense que voilà, il savait qu'il n'était pas en grande forme aujourd'hui. Deuxième flop du jour, c'est Alaphilippe qui a certes un peu travaillé pour son leader, Remco Evenepoel, mais je trouve qu'il a quand même craqué assez vite. Je trouve que Van Sevenant, par exemple, a fait beaucoup plus de travail que lui aujourd'hui. Donc là aussi, peut-être de la fatigue par rapport à cette semaine de compétition qui a été exigeante. J'espère quand même que c'est pas une petite baisse de conditions physiques avant les Ardennaises, mais je pense que c'est plutôt lié à de la fatigue pour Julien Alaphilippe, et une condition physique qui n'est peut-être pas encore à 100%, il est peut-être à 95%, 90% du top de sa condition physique, donc voilà, ça a eu des conséquences. Et puis l'étape a quand même été emmenée pendant un moment par la Ineos.
Mais voilà, j'ai trouvé que du côté de Julien, peut-être qu'on a lâché un peu vite. Peut-être aussi qu'on n'a pas voulu faire trop d'efforts aujourd'hui parce qu'on ne voulait pas non plus se cramer pour les Ardennaises qui sont dans 10 jours et ne pas se mettre dans le rouge pour les Ardennaises et arriver avec de la fatigue sur la Flèche Wallonne ou Liège. Donc peut-être que voilà, il a décidé de lâcher prise, on va dire, un peu dans cette étape. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Daniel Felipe Martinez, vainqueur du jour. Daniel Felipe Martinez, il va encore faire des nœuds à la tête pour l'équipe Ineos. Qui sera le leader sur le prochain Tour de France du côté d'Ineos? On se disait, peut-être qu'Adam Yates avait fait le plus dur. Et puis là, cette semaine, Daniel Felipe Martinez, il a remis les compteurs, il a mis l'église au centre du village, Daniel Felipe Martinez, et il commence quand même à marquer beaucoup de points parce que bon puncher, très bon grimpeur, on le sait, sur les cols longs aussi, notamment sur le Giro. On sait qu'il s'est préparé à les grands événements. Il avait été performant également sur un Tour de France avec EF avant qu'il arrive chez Ineos. Donc c'est un coureur qui connaît en plus les routes du Tour de France. Et puis très, très performant pour le moment, Daniel Felipe Martinez. Et puis là, il a marqué des gros points. Aujourd'hui, il a marqué des gros points, il remporte le classement général. Il a résisté à la pression parce que moi, je sais que certains avaient dit Martinez est fort. Moi, j'avais dit certes, il est fort, mais méfiez-vous, il risque d'avoir la pancarte parce qu'il avait montré qu'il était fort lors des dernières journées. Donc, j'avais peur que une fois qu'Evenepoel lâcherait, il se retrouverait attaqué de tous les côtés et qu'il n'aurait peut-être pas les coureurs pour l'aider à ce moment-là. Surtout quand j'ai vu Ineos rouler pendant toute la journée, je me suis dit, il va se retrouver seul. Bon, il y aura peut-être Adam Yates pour l'aider, mais est-ce qu'il se mettra à la planche pour Martinez? Pas sûr. Donc j'avais beaucoup d'interrogations autour de Daniel Felipe Martinez, et puis il a bien résisté à la pression. Aujourd'hui, il a couru en patron parce que, encore une fois, pas dans une situation facile. L'équipe roule toute la journée. Yates lâche très tôt, donc il se retrouve seul très vite. Martinez, à 40 bornes de l'arrivée, il est déjà seul. Daniel Felipe Martinez. Donc il faut s'en sortir dans ce genre de situation. Et il a été très très bon, je trouve, dans cette dernière heure de course. Il a vraiment très bien géré la situation. Il a réussi à éviter qu'il y ait trop d'attaques. Donc chapeau, monsieur Martinez. Et puis encore une fois, la hiérarchie chez Ineos, du côté des managers, on va se créer des nœuds dans la tête parce que Geraint Thomas, certes, on le voit pas comme leader désormais, mais il a quand même montré une bonne condition physique cette semaine. Martinez, pas mal, alors que de l'autre côté, Adam Yates, je trouve, a quand même craqué très vite aujourd'hui. Et moi, je le trouvais pas si bien que ça, Adam Yates, hier déjà. Donc, et puis c'est vrai que on me le rappelait dans les commentaires. Yates, c'est aussi un coureur qui a tendance à avoir des coups de mou qui ne préviennent pas vraiment, un peu à la Marc Soler. Mais voilà, sur certaines journées, parfois il disparaît complètement et ces jours sans sont souvent des gros jours sans. Et je le dis toujours, sur une course de 3 semaines, un bon coureur de grand tour, les jours sans, faut pas qu'on les voit. Et le problème d'un Adam Yates, c'est qu'on les voit beaucoup les jours sans, donc c'est peut-être aussi un problème et un avantage donc pour Martinez. Deuxième coureur au top, j'ai mis Alexandre Vlasov, qui pour moi était le plus fort aujourd'hui, mais il n'a pas réussi à faire la différence. Pas aidé non plus. Alors Vlasov, c'était assez dingue parce qu'il avait quand même une grosse équipe autour de lui. Il y avait du Lennart Kamna, il y avait Higuita, il y avait Bourman également, alors qu'il a un peu bossé hier quand même Bourman. Il y avait Großschartner. Et au final, il s'est retrouvé quasiment tout le temps seul. À part hier, un moment avec Bourman qui a fait un gros travail pour qu'il attaque dans la dernière difficulté du jour. Mais Guita, a été assez absent sur cette course et il a abandonné très vite. Lennart Kamna, pas très bon non plus cette semaine, assez surpris par l'Allemand même. Et puis Großschartner qui a été peu présent. Donc c'est vrai que il s'en est bien sorti quand même, Vlasov. En étant très souvent seul. Aujourd'hui, pour moi, c'était le plus fort du groupe de 4, mais il n'a pas réussi à sortir. Il n'a pas réussi à faire la différence. S'il avait été aidé par un équipier peut-être avant, mieux entouré, peut-être qu'il aurait pu faire cette différence. Mais pour moi, ça a été c'était peut-être le coureur le plus fort cette semaine. Il a perdu un petit peu de temps sur le chrono, et sur les arrivées en boss surtout, plus que sur le chrono, parce que sur le chrono il était plutôt devant Martinez. Mais sur les arrivées en boss, il n'a pas réussi à prendre des secondes de bonification. Ça lui coûte aussi à Vlasov. Donc, mais je trouve quand même une très bonne semaine pour Alexandre Vlasov.
très rassurant par rapport à sa dernière semaine de compétition où il avait été assez absent du côté de Paris-Nice. Bah là, on a retrouvé du bon Vlasov qui, je rappelle, ira sur le Tour de France, va faire les classiques, Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Romandie également. Programme encore assez chargé pour Vlasov et avec une Bora qui devra quand même montrer qu'elle est un peu plus solide que ça parce que j'ai été assez déçu par cette équipe Bora. Et puis j'ai mis quand même Remco Evenepoel. Alors vous allez me dire pourquoi tu mets Remco Evenepoel, il était maillot jaune, il se retrouve ce soir à être 4e du classement général. Oui, mais je pensais pas que Remco Evenepoel serait aussi intelligent en course. Je trouve qu'il a très très bien journé. Je pense qu'il n'était pas dans une journée incroyable. Evenepoel, sur un parcours, encore une fois, qui n'est pas forcément le type de parcours qui le favorise. C'est pas forcément sur les changements de rythme, sur les grosses pentes où il est le meilleur, Remco Evenepoel. Et je trouve qu'il a, par exemple, dans le premier passage à Araté, dans cette première montée à Araté, qui est pourtant une montée très difficile, d'énormes pourcentages, c'était un mur, vraiment pendant un mur de 4 km, eh bien, devant ça accélère, et je trouve qu'il a bien réussi à lisser son effort pour pas se mettre dans le rouge. Ensuite, il est un peu dans la descente, il se retrouve à 15-20 secondes. Il est lâché dans la descente par Pello Bilbao en passant. Mais sur le plat, il recolle. Et ensuite, dans la dernière montée, il est moins fort que les autres. Mais là encore, il ne se met pas dans le rouge, il lisse très très bien son effort. Je trouve qu'il a été très très intelligent parce que Evenepoel, moi je m'attendais plutôt à ce qu'une fois il lâche complet et il se retrouve à être 15e du général ou 20e du général. Eh bien non, il a plutôt bien assuré dans une situation qui devait être frustrante pour lui de voir les autres partir. Je trouve qu'il a fait preuve de beaucoup d'intelligence. C'est pas forcément souvent que je dis ça de Remco Evenepoel, donc profitez-en, mais aujourd'hui je trouve qu'il a été très intelligent. Et puis, je passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Enric Mas. C'est frustrant pour Enric Mas. Il s'est fait avoir dans la descente, mais on le dit toujours, il faut aussi savoir descendre pour gagner des courses. Bilbao l'a mis sous pression. Il n'était pas non plus obligé d'accepter. Il aurait pu faire une cassure, laisser Bilbao partir tout seul. Sur le plat, ils auraient pu le rattraper avec Oliveira, ils auraient pu faire ça aussi. Peut-être que le placement des deux coureurs à l'arrière n'était pas forcément le mieux. Peut-être qu'à partir du moment où tu es avec un équipier, il faut rester à l'avant du peloton. Je pense qu'il aurait mieux dû se mettre dans cette situation-là. Bon, il se retrouve un peu derrière, après Bilbao le met sous pression, il fait un tout droit, il tape la rambarde, il a quand même réussi à repartir, il finit à 3 minutes 18 aujourd'hui, donc il termine quand même 9e du général. Pour Movistar, ça fait des points, parce que Movistar n'est pas si en avance que ça au niveau du classement UCI non plus. Donc voilà, il finit 9e. Mais c'est frustrant pour Enric Mas parce que je trouve qu'il finit plutôt bien la semaine. Je trouve que sa condition physique était vraiment bonne. Il attaque là dans le final de l'étape. Donc c'était plutôt bien pour Enric Mas. Donc je trouve que voilà, c'est frustrant parce que la condition physique était là. Les jambes semblaient plutôt bonnes pour Enric Mas. Mais voilà, c'est con cette chute qui voilà, quand il est mis sous pression. Puis bon, j'espère qu'il s'est pas fait mal parce que certes il remonte sur le vélo, il finit à 3 minutes, mais bon, parfois il y a des petites douleurs, des petits trucs qui peuvent ressurgir ou des petites brûlures qui peuvent faire que vous allez passer des 3-4 mauvaises nuits. Et ce qui peut être gênant, surtout qu'on commence à être au mois d'avril, c'est-à-dire que dans un mois c'est le Giro, dans 2 mois, 2 mois et demi, un peu plus de 3 mois, c'est le Tour de France. Donc faut éviter maintenant de se faire des grosses blessures. À partir du mois d'avril, faut éviter de se faire mal parce qu'il y a des grandes échéances, surtout quand on est un coureur de grand tour. Mais voilà, Enric Mas, dommage parce que les jambes étaient bonnes. C'est vrai qu'on se posait la question dans les commentaires quelle était la condition physique de Enric Mas. Moi je trouve qu'elle est plutôt bonne. Il est plutôt dans les clous à ce moment-là de la saison pour un mec qui veut aller chercher encore une fois des objectifs comme le Tour de France et la Vuelta.
Voilà, quand on a plutôt des objectifs sur la deuxième partie de saison, je trouve que c'est pas mal. Je pense qu'il fera. Alors, il doit faire la Flèche Wallonne et Liège, et je pense qu'après Liège, il fera une grosse coupure. Ça fait partie des coureurs qui vont, je pense, faire un mois de mai sans course, et il va revenir, je pense, en juin, soit sur le Dauphiné, soit sur le Tour de Suisse pour se préparer avant le Tour de France, voire peut-être même un peu après. Pourquoi pas aller sur la route du Sud, la route d'Occitanie maintenant. Aussi parce que ça peut être également une solution, le Tour de Belgique. C'est un peu plus rare quand même pour ce type de coureur là d'aller sur le Tour de Belgique. On poursuit, c'est plutôt la route d'Occitanie, on sait que Movistar aime bien cette course. On poursuit avec Uran. Pourquoi je mets Uran dans les flops? Parce que chez EF, je pense que Uran c'est plus forcément une assurance tout risque pour faire des bons résultats. 13e, au niveau du général, il est 10e du général. On pourrait se dire c'est pas mal. Oui, mais on ne l'a pas eu de la semaine, Uran, hein, dans les arrivées en bosse, en montagne. Et ça montre que Uran, il est plutôt sur une pente déclinante. C'est un coureur qui est quand même assez âgé, Uran. Hein. Il a 35 ans, voilà. Rigoberto. Bon, je pense qu'aujourd'hui, Rigoberto, il est plutôt dans ses dernières années de carrière, voire peut-être sa dernière année, parce que son contrat se termine en 2022, et il a peut-être plus la condition physique qu'il avait il y a 3 ans, 4 ans, où il était capable de jouer le général. Et le problème, c'est que comme chez EF, il n'y a pas grand monde, on lui demande toujours cet objectif de jouer le général, mais j'ai peur que ça soit un peu compliqué pour le Colombien aujourd'hui, que la condition physique ne suivent pas suffisamment. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets un petit peu en flop. C'est presque un flop aussi pour les dirigeants de F qui, je pense, par exemple, n'ont pas réussi à garder Guita. Je pense que c'était une erreur. Voilà, ils n'ont pas réussi à garder peut-être certains grands coureurs. Ils se retrouvent aussi avec une équipe qui est pas mal vieillissante. Hein. EF, c'est pas l'équipe la plus jeune du plateau, je peux vous dire. Ils ont de 22, 10 coureurs à 30 ans ou plus. Et ça pèse un peu. Voilà, ils ont la moitié de l'effectif à plus de 27 ans. Voilà. Donc ça montre aussi qu'il y a, à part Marc Padoun et quelques autres coureurs qui sont un peu plus jeunes, Bissegger par exemple, ou Ben Haley qui a 21. Mais je trouve qu'ils ont peut-être un peu oublié à un moment de recruter certains coureurs ou d'essayer de conserver certaines de leurs stars. Ça leur coûte qu'aujourd'hui ils ont Uran pour jouer le général et pas 150 autres possibilités. Il y a Hugh Carty aussi, mais bon, ces derniers temps, Hugh Carty c'est pas incroyable. Et à un moment, ça va coûter des points UCI. Je rappelle que EF est, je crois, l'équipe qui a marqué le moins de points en ce début de saison du côté de l'UCI. Hein. Donc c'est un petit peu inquiétant quand on sait qu'il y a une vraie bagarre qui se déclenche pour rester en top team en 2023. En World Tour. Voilà, en top team, non, ça n'existe pas en World Tour. Je termine avec Yates. Adam Yates. De toute façon, il n'y avait pas Simons. Il a complètement explosé. Adam, que je retrouve. Je ne sais même pas si je l'ai dans le classement, Adam Yates, parce qu'il a complètement craqué de manière assez exceptionnelle. Je ne sais même pas s'il a fini l'étape, pour tout vous dire. Hop là, Ineos, que je vais retrouver. J'ai toujours pas Adam Yates. Donc il est au-delà de Omar Friday, donc il est au-delà de 20 minutes. Hein. En sachant que les délais aujourd'hui étaient de... je les ai pas, les délais. Voilà. Mais 3,47, je pense que c'est des délais à 20%. Donc normalement, ça doit être... Enfin là, tu peux pas faire énormément d'écart. Mais oui, grosse déception pour Adam Yates, parce que dans la hiérarchie Ineos, il marque le pas, forcément, par rapport à Daniel Felipe Martinez. Et puis, encore une fois, il a complètement explosé assez soudainement, parce que je pense que même chez Ineos, on roulait pour les deux, on ne roulait pas que pour Daniel Felipe Martinez. Et bon, il y a des Ben Tullet et autres, quand ils ont dû voir Adam Yates lâcher, ça a dû leur faire tout drôle quand même, parce qu'ils ont quand même pas mal roulé, Geraint Thomas, Ben Tullet. Derrière, dis donc Coco, normalement tu devrais être devant nous. Ça a dû leur faire tout drôle, mais c'est une petite déception quand même, parce que c'est un bon coureur, mais je trouve qu'Adam... Enfin, moi j'ai toujours préféré Simon à Adam, parce que je trouve que Adam il a toujours manqué les grandes occasions, je trouve. Sur les grands tours, il a toujours manqué je trouve les
les grandes occasions, à part peut-être sa 4e place en 2016, où c'est vrai que là il réussit une belle performance cette année-là sur le Tour de France, mais bon, sa 4e place sur la Vuelta en 2021, l'année dernière, je trouve qu'il était en meilleure condition physique en début de saison que quand il arrive sur la Vuelta, même s'il fait une belle 4e place. Mais voilà, je trouve que sur les grands moments, il lui a toujours manqué quelque chose à Adam Yates. Alors je trouve que Simon a toujours réussi à mieux convertir ces occasions. Je trouve que du côté d'Adam, ça a été moins le cas. Et ben voilà, c'est terminé pour ce Tour du Pays Basque. Donc demain, Amstel Gold Race, présentation qui est déjà sur la chaîne. Vous avez également la présentation du Tour de la Sarthe, le débrief du Tour de la Sarthe, je vais y arriver. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao.